Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct pour l'échiquier international et un nouveau thème d'actualité à débattre. Restez en notre compagnie. Et ce soir, on parlera de rivalité énergétique, mais aussi de dépendance énergétique dans le monde. Une rivalité qui, on l'a constaté, s'intensifie depuis le début du conflit ukrainien. Un conflit qui est d'ailleurs en train de façonner non seulement une nouvelle géopolitique du monde, mais aussi une nouvelle géopolitique de l'énergie. À cet effet, il est essentiel, je vous propose de regarder de plus près et d'analyser ce qui se passe actuellement en Europe. L'Europe qui tente toujours de se libérée de sa dépendance du gaz russe. L'Europe qui persiste d'ailleurs dans sa politique de sanctions contre la Russie après avoir décidé un embargo sur le pétrole russe acheminé par voie maritime. Voilà les Occidentaux qui parviennent à un consensus autour du plafonnement du prix du pétrole russe à $60. Que vaut ce mécanisme et quelles en seraient donc les conséquences? A-t-il une chance? Ce mécanisme a-t-il une chance de fonctionner? Car pour les Occidentaux, l'objectif est d'affaiblir l'économie russe et de limiter les moyens de la Russie de financer son opération militaire en Ukraine. Toutes ces questions, eh bien, nous allons les poser à nos invités ce soir. Nous ferons le point avec Francis Perrin, spécialiste en pétrole, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques à Paris, et Monsieur Abderrahmane Mebtoul, expert international en énergie. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, plafonner le prix du pétrole russe à $60. D'abord, comment cette idée a-t-elle été conçue? Francis Perrin, vous êtes avec nous. Que vaut-elle un pays consommateur? A-t-il donc la possibilité de fixer le prix au pays producteur? Expliquez-nous. Bon, vous savez, d'abord, il faut replacer... Monsieur Perrin, d'abord Monsieur Perrin, permettez-moi Monsieur Mebtoul de donner la parole à notre invité, Monsieur Francis Perrin. Oui Monsieur Perrin, allez-y. Oui, excusez-moi. Alors, comment est-ce que le système a été conçu? On est toujours dans une logique de sanction, vous l'avez rappelé dans votre introduction à ce sujet, de la part des pays occidentaux, ce qui pour ce projet précis veut dire G7, Union européenne et Australie. L'idée est donc d'imposer un plafond de $60 par baril au prix du pétrole exporté par la Russie, principalement vers le marché asiatique. La question de la sanction est liée au fait que ce prix plafond doit bien sûr être inférieur au prix du pétrole sur le marché mondial. Rappelons qu'il y a 2 jours, vendredi, à Londres, le Brent de la mer du Nord a clôturé la journée à environ $85 par baril. Oui. L'autre idée derrière, c'est que en plafonnant le prix du pétrole russe exporté vers les marchés non occidentaux, oui, cela soulagera la facture pétrolière des pays importateurs de pétrole, dont des pays en développement et émergents. Oui. Et la troisième idée, c'est que cela empêchera une pénurie de pétrole sur le marché mondial, car si la Russie n'exportait plus de pétrole du tout, comme c'est actuellement le 3e producteur de pétrole dans le monde, après les États-Unis numéro 1, l'Arabie Saoudite numéro 2, il y aurait un risque élevé de pénurie pétrolière, donc d'insuffisance de l'offre par rapport à la demande, d'une nouvelle flambée des prix. Mais là, on laisse du côté des pays occidentaux la Russie exporter vers le monde non occidental, mais on la sanctionne avec des prix plus bas. Donc, oui, alors la question qui se pose, la Russie va-t-elle accepter ce plafonnement du prix de son pétrole? Abderrahmane Mebtoul, vraisemblablement non, puisque le porte-parole du Kremlin s'est exprimé. La Russie n'acceptera pas donc ce plafonnement du prix de son pétrole à $60. Bon, tout d'abord, moi je pense qu'il faut replacer les tensions actuelles dans leur contexte véritable. Hein. Allez-y. Tout d'abord, les pays qui influent sur le prix du pétrole et du gaz sont l'Arabie Saoudite, la Russie et les USA à travers le gaz de schiste qui produisent plus de 10 millions de barils par jour. Bon, le Venezuela, du fait des sanctions, bien que possédant la plus grande réserve mondiale de pétrole, 199 milliards de barils,
avant l'Arabie Saoudite 266, mais un pétrole lourd étant marginal, sans oublier l'Iran 157, l'Irak 143 et la Libye 42. L'Algérie possédant 10 milliards de barils de pétrole. Pour le gaz, on doit distinguer les exportations par canalisation qui sont dominantes à plus de 65-70% et les exportations par GNL qui ont progressé de 5% en 2021, où 3 pays totalisent les plus grandes réserves. C'est la Russie, l'Iran et le Qatar, plus de 60%. Hein. On revient au pétrole. Il faut replacer cela. Pour l'Afrique, je m'excuse, pour l'Afrique, nous avons 5 000 milliards de mètres cubes gazeux pour le Mozambique, 5 000 pour le Nigeria et 2 500 pour l'Algérie, sans oublier que l'Algérie possède le 3e réservoir mondial de pétrole et de gaz de schiste, à peu près 20 000 milliards de mètres cubes gazeux. Concernant les sanctions, il y a une interdépendance des économies. En 2021, l'Union européenne consommait 400 milliards de mètres cubes gazeux. Environ 45% des importations du gaz naturel provenaient de la Russie, c'est-à-dire 155 milliards de mètres cubes. Mais il existe une interdépendance avec la Russie vis-à-vis de l'Europe. Les exportations destinées à l'Union européenne représentent 52% du total des exportations russes. N'oublions pas que pour les canalisations, la Russie représente 90% à 93% de ses exportations et que les GNL ne représentent que entre 7 Si vous permettez, Monsieur Meptol, on va revenir sur le pétrole, sur ces sanctions. Est-ce qu'en sanctionnant la Russie sur son pétrole, sur le prix, en plafonnant justement le prix de son pétrole, les Occidentaux parviendront à leur fin, c'est-à-dire détruire l'économie russe? Non, c'est-à-dire que les 2 pays les plus grands gagnants, c'est les États-Unis d'Amérique qui sont en train de gagner des parts de marché et la Chine qui bénéficie d'un prix très très bas. N'oublions pas que malgré les sanctions, actuellement, le pétrole russe s'écoule à 65 $. Hein. Bon, les sanctions qui viennent d'être décidées par le G7 et l'Australie plafonnent à 60 $. Mais on n'est pas loin des 65 $ actuellement qui est écoulé par la Russie et encore moins en direction de la Chine. Bon, il y a un élément très très important. Pour que le prix plafonné soit efficace, il faut qu'il se rapproche du prix du marché. Or, il se rapproche, les 60 $ décidés récemment de plafonnement se rapprochent du prix du marché. Bon, ça c'est donc les sanctions. Il y a un autre élément qui est quand même assez important. Il y a l'Institut Montaigne qui vient de faire une très très belle étude qui montre que effectivement les sanctions des Européens n'ont pas eu d'effet sur l'équilibre financier de la Russie qui a engrangé des centaines de milliards de dollars. Bon, c'est pour freiner effectivement cet important capital argent que la Russie profite du cours, que les sanctions ont été décidées, encore que la Pologne n'a pas marché du tout dans ces sanctions. Elle demandait un prix plafonné à 30 $. Donc, vous voyez, maintenant, mais le monde ne sera plus jamais comme avant avec les tensions en Ukraine. Il y aura des incidences à la fois militaires, sécuritaires, géostratégiques et économiques. Et là, effectivement, Francis, justement, Monsieur le problème qui est posé, est-ce que les Européens peuvent se passer du gaz russe. Avant le gaz, on va rester sur le pétrole. Au niveau de l'Europe. Absolument. Donc Francis Perrin, je vous repose donc la question. Donc la Russie l'a clairement souligné, elle n'acceptera pas donc un plafonnement. Comment la Russie pourra-t-elle contourner justement une telle démarche? Le porte-parole du Kremlin l'a dit, la Russie s'est préparée en amont à ce plafonnement. À votre avis? Le porte-parole du Kremlin, M. Dmitri Peskov, a effectivement dit ce que vous venez de rappeler, nous sommes préparés, mais il n'a pas expliqué en quoi les Russes étaient préparés pour cela. Donc, il faudra voir dans les semaines qui viennent s'il y a vraiment un plan de la Russie dans ce domaine, ou si on est sur de la communication politique,
ce qui est évidemment classique en temps normal et encore plus en temps de guerre en Ukraine, dans laquelle la Russie est engagée depuis le 24 février 2022. Oui. Du côté des pays occidentaux, l'objectif n'est pas de détruire l'économie russe, l'objectif est d'affaiblir l'économie russe, ce qui est différent. C'est ce que dit en tout cas la Commission de l'Union européenne, monsieur Francis Perrin. Allez-y. Dans cet objectif d'affaiblir l'économie russe, l'idée n'est pas seulement de compter sur le plafonnement. Ce plafonnement, qui est un projet Union européenne, G7 Australie, s'accompagne le même jour, le 5 décembre, donc demain, d'un embargo européen sur le pétrole brut exporté par la Russie, un embargo quasi total, peut-être pas à 100%, mais à plus de 90%, ce qui est très important. Ce qui veut dire que la Russie va devoir trouver des débouchés pour à peu près 1 500 000 barils par jour de pétrole brut qu'elle continue à exporter vers le marché européen avant le 5 décembre. Et ça aura une conséquence très importante, beaucoup plus à mon avis que le plafonnement du prix du pétrole russe, dans la mesure où le plafond, comme cela a été indiqué tout à l'heure, de $60 par baril, en tout cas ce plafond initial, n'est pas un plafond extrêmement bas. Oui, il se rapproche du prix du pétrole russe actuellement sur le marché. Il se rapproche effectivement du prix du pétrole russe dans des transactions incluant des rabais importants que la Russie consent à certains de ses clients pour écouler plus de pétrole. Il y a une grande différence entre ce prix de $60 par baril, le plafond, et les prix du pétrole brut sur le marché mondial. Mais il y a une faible différence entre ce plafond et les prix du pétrole russe effectifs dans certaines transactions avec les pays asiatiques comme l'Inde et la Chine. Et de mon point de vue, donc la mesure la plus importante qui entre en vigueur le 5 décembre, ce n'est pas cette question de plafond, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais la mesure beaucoup plus importante, c'est l'embargo européen sur le pétrole importé par la Russie, qui sera suivi dans 2 mois, le 5 février, d'une autre mesure très importante, l'embargo européen voulant dire ici Union européenne, sur les produits raffinés importés par l'Union européenne auprès de la Russie. Alors, est-ce que, pardon, Monsieur Perrin, est-ce que les entreprises ou les clients européens de la Russie ne mettent pas leurs entreprises en danger en se privant du pétrole russe actuellement? Alors, il est clair que pour l'Union européenne, pour laquelle la Russie était un fournisseur très important depuis très longtemps, avant la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et on s'y prépare en Europe depuis plusieurs mois, parce que c'est dès le printemps 2022 que l'Union européenne a décidé à terme de se passer complètement du pétrole russe. Et un peu après, mais on est toujours au printemps 2022, on annonce cette date du 5 décembre 2022. Donc on la voit venir depuis un moment et on observe une réorientation des flux pétroliers mondiaux au cours de l'année 2022, plus de pétrole russe allant vers l'Asie, et du côté européen, plus d'importations de pétrole venant des États-Unis, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc c'est un défi pour les Russes et pour les Européens, mais c'est plus un défi pour les Russes que pour les Européens. Les Européens auront moins de difficultés, je ne dis pas de difficultés, mais moins de difficultés à se passer du pétrole russe que les Russes auront à se passer du marché européen. Quant au gaz, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus compliqué pour la Russie. Votre point de vue, Abdelrahman Mebtoul, sur cette question, sur ce que vient de dire Francis Perrin? Bon, en plus de ce qui a été dit par moi-même et notre ami le professeur Perrin, c'est que à compter du 5 décembre, bien entendu, le prix d'origine russe transporté par voie maritime sera fixé à $60. Mais les acheteurs qui ne respectent pas le prix plafond ne pourront pas obtenir de services comme l'assurance des expéditeurs de la part de ces entreprises de l'un ou de l'autre des pays membres de la coalition, c'est-à-dire les pays G7 et l'Australie, qui contrôlent plus de 90% ces segments d'assurance. Ça pose un véritable problème pour effectivement certaines entreprises qui voudraient acheter du pétrole russe. Oui. Bon, ce mécanisme des prix plafond donc a été conçu effectivement
pour réduire effectivement l'effort de guerre en Ukraine. Oui. Bon, la coalition Australie G7, d'après sa décision, elle vise effectivement une stratégie politique à moyen et long terme. Mais attention, il y a une dépêche de l'AFP d'aujourd'hui qui dit que ce plafonnement pourrait avoir un effet limité à court terme parce que comme je l'ai dit précédemment, le cours du baril de pétrole russe brut de l'Oural évolue actuellement autour de 65 $, à peine plus que celui du seuil décrété. Oui. Bon, l'interdiction pourrait avoir des effets pervers pas seulement pour Moscou, mais également pour pas mal de pays européens avec un retour effectivement de l'inflation, et tout dépendra effectivement des forces sociales qui, au niveau notamment des pays européens, notamment en Allemagne, qui est fortement dépendant du gaz russe, oui. Si effectivement le pouvoir pourrait supporter effectivement ce coût social. On ne parle pas des pays non pétroliers en voie de développement ou sous-développés qui pourraient supporter du fait du déficit de l'offre un coût élevé qui pénaliserait leur économie. Alors, Francis Perrin, si on devait comparer l'impact des sanctions économiques contre la Russie qui ont été donc décidées par l'Union européenne et cette étape qui vient d'être franchie sur le pétrole russe, on a vu donc l'impact qui était plus important pour l'Europe lorsqu'il s'agissait donc des sanctions économiques. Est-ce on peut pas s'attendre à ce qu'on se retrouve dans le même scénario pour ce qui est du pétrole russe, pour l'Europe et pour l'économie mondiale également? Avant ces mesures qui entrent en vigueur le 5 décembre, dans les dernières semaines, on estime que l'Union européenne importait à peu près 1,5 million de barils par jour de pétrole brut russe et à peu près 1 million de barils par jour de produits raffinés venant de la Russie. Donc les Européens ont continué, malgré le conflit, d'importer donc du pétrole russe? Oui, parce que les sanctions sur le pétrole n'étaient pas encore entrées en vigueur, oui. puisqu'elles entrent en vigueur le 5 décembre. Oui. Mais il y avait déjà eu en 2022 une forte diminution. On estime que les exportations de pétrole russe ont 40% en 2022 avant l'entrée en vigueur de cet embargo. Et pour les exportations russes de produits raffinés, elles ont baissé probablement en 2022 de l'ordre de 25% avant un deuxième embargo qui entrera en vigueur le 5 février. Donc les Européens ont déjà commencé à se passer, avant l'entrée en vigueur de l'embargo, d'une partie significative du pétrole russe et des produits raffinés russes qu'ils importaient avant la guerre en Ukraine. Et donc, le 5 décembre, ils sont prêts. Il y a déjà une réorientation des flux pétroliers mondiaux qui est à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est simple, que c'est facile, que ça n'entraînera pas de tension sur le marché, mais c'est faisable. Le plus délicat, ce sera l'échéance du 5 février, parce qu'elle portera non plus sur le pétrole brut, ça c'est le 5 décembre, mais sur les produits raffinés. Et dans les produits raffinés, le plus complexe, c'est le gazoil, pour les moteurs diesel. On sait qu'en Europe, le parc automobile est largement un parc diesel par rapport à des voitures essence, et donc il faut consommer du gazoil. Or, l'Union européenne a un parc de raffinage qui produit surtout beaucoup d'essence et pas assez de gazoil pour nos besoins européens, et donc l'Union européenne est traditionnellement importatrice de quantités importantes de gazole pour les moteurs diesel, notamment de la Russie. Donc ça, c'est sans doute le plus compliqué, plus que encore le pétrole brut, avec l'échéance demain, le 5 décembre 2022. Donc il y a des économies interconnectées, justement, d'où la gravité de la situation. Monsieur Perrin, toujours avec vous. Donc il y a eu donc la réaction des pays producteurs de l'OPEP+, qui était justement très attendue à cet effet. L'OPEP+, qui a préféré maintenir le cap. On peut parler d'une réaction mesurée, Monsieur Perrin, au regard donc de ce qui s'est passé, de ces sanctions qui ont été imposées par l'Union européenne? Je pense que cette décision de l'OPEP+, adoptée aujourd'hui, est très raisonnable, parce que nous sommes face à un marché pétrolier mondial
en pleine incertitude. Oui. Incertitude liée aux sanctions européennes contre le pétrole russe et à ce nouveau système complètement nouveau de plafonnement du prix du pétrole russe exporté vers les pays non occidentaux. Ça fait beaucoup le même jour, donc le 5 décembre, oui. Et il est normal que les ministres de l'énergie, du pétrole, de l'OPEP+, se soient dit, vu les incertitudes qui pèsent sur le marché pétrolier, on a intérêt à ne pas se précipiter, à attendre un peu, à voir quel sera l'impact produit par l'entrée en vigueur le 5 décembre de ces deux mesures de sanctions contre la Russie et de se revoir, ce qu'ils ont déjà prévu de faire en 2023, pour savoir s'il faut ou pas ajuster la décision que nous avions prise le 5 octobre. Rappelons donc que le 5 octobre, l'OPEP+ avait décidé de réduire sa production à compter de novembre de 2 millions de barils par jour, décision prise pour une période allant de novembre 2022 à décembre 2023, donc normalement pour 14 mois, mais cette décision est susceptible d'être révisée en fonction de l'évolution du marché pétrolier mondial, des prix, de l'offre, de la demande. Et puis, il y a encore une autre inconnue majeure pour l'OPEP+, c'est l'état de l'économie mondiale. Oui. En 2022, du fait de la guerre en Ukraine, du fait de la résurgence de l'inflation, du fait du relèvement des taux d'intérêt par plusieurs grandes banques centrales à travers le monde, nous avons d'ores et déjà un significatif ralentissement économique. Oui. Mais la question majeure pour 2023, c'est est-ce que nous aurons en 2023 une économie qui tournera au ralenti ou une économie qui sera en récession? Et si le deuxième scénario, récession, ce n'est pas une certitude, mais si ce scénario devait s'imposer dans la réalité, ça voudrait dire que le monde en 2023 consommerait moins de pétrole, que les prix du pétrole chuteraient, et dans ce scénario-là, l'OPEP+ serait sans doute conduite à réagir et à prendre d'autres mesures. Mais elle a déjà un petit peu anticipé ça en disant, dès novembre 2022, nous commençons à réduire notre production pour limiter les impacts négatifs sur les prix du pétrole d'une possible récession économique mondiale en 2023, même si, encore une fois, ce scénario est possible et probable, mais pas certain. Abdelrahman Mebtoul, sur la réaction, sur cette décision qui aurait pu être plus agressive de l'OPEP+, au regard donc de ces sanctions, de ces nouvelles sanctions imposées contre la Russie. Bon, effectivement, la proposition du ministre russe de l'énergie, c'était de faire une réduction drastique de la production, proposition qui semblerait ne pas avoir été retenue, certainement sous le poids de l'Arabie saoudite. Et comme il vient de le dire le professeur Perrin, du fait des perspectives de récession de l'économie mondiale en 2023 selon l'OCDE et le FMI, c'est une décision raisonnable, une décision d'attente en attendant de voir comment va évoluer le marché. Pour revenir effectivement au propos des sanctions, tout le problème est ce que, parce qu'on a les données pour 2021, c'est que les ventes de pétrole russe ont atteint en 2021 179 milliards de dollars contre 62 pour le gaz, et l'Union européenne était son plus grand partenaire. Est-ce que maintenant cette décision du plafonnement va permettre de réduire effectivement les recettes de la Russie et donc de ralentir son effort de guerre? En plus, n'oublions pas le blocage d'une partie des 600 milliards de dollars de réserves de la Russie au niveau international. Bon, c'est-à-dire que le problème, c'est que la coalition, d'après le communiqué repris par Reuters et l'AFP, envisage également d'imposer au début de 2023 un prix plafond semblable pour les produits pétroliers d'origine russe, autre que le pétrole brut. Donc le problème qui se pose, bon, est-ce que toutes ces sanctions vont-elles effectivement avoir un effet ? Parce que n'oublions pas que les exportations russes vers la Chine, d'après les données de 2021, ce qu'ils ont augmenté pour 2022, on n'a pas encore les données officielles, représentent à peu près que 12% de ces exportations. Et que la canalisation, fameuse canalisation Sibérie, Russie, qui ne sera mise en œuvre,
pour à peu près 35-37 milliards de mètres cubes gazeux, avec d'ailleurs un coût faramineux. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Merci, Monsieur Abdelrahman Mebtoul. 50 milliards de dollars, est-ce que cela, c'est-à-dire que la Russie est fortement dépendante des recettes en provenance de Alors, le dernier mot, en 10 secondes, Monsieur Perrin, sur donc les conséquences de cette crise mondiale, de cette crise énergétique mondiale. Quelles pourraient être donc les conséquences? Rapidement, Monsieur Perrin. Terme, je pense pas énormément de conséquences, oui, parce que les marchés pétroliers ont anticipé ce qui vient de se passer. Les marchés s'attendaient à ce que l'OPEP+ maintienne sa décision prise en octobre, et les marchés savaient que le 5 décembre 2022 entreraient en vigueur de nouvelles sanctions contre la Russie, dont un embargo européen, un plafonnement des prix. L'élément qui leur manquait, c'est quel plafond? 60 $ par baril, maintenant on connaît la réponse. Et aux yeux des marchés, des opérateurs sur les marchés pétroliers, 60 $ par baril, ce n'est pas très méchant comme décision. Je suis dans l'obligation de vous couper. J'espère qu'on pourra développer une prochaine fois. Merci Francis Perrin pour cet éclairage. Je remercie également M. Abdelrahman Mebtoul pour sa contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.